On va parler de la blockchain. D'accord. Donc on a la chance d'avoir avec nous une des personnalités en France qui compte dans le monde de la blockchain. Il est incontournable. Vous l'avez certainement déjà vu sur les réseaux sociaux dans des publications. C'est Bilal. Bilal, je vais oublier des choses quand je te présente, mais pour vous donner des grands chiffres, il investit dans des entreprises, il accompagne des entreprises, il a créé des lieux pour accompagner, pour faire développer ces entreprises dans ce monde de la blockchain. Et il y a déjà plusieurs applications dans le monde du vin. Bilal, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un honneur de t'avoir. Merci Laurent. Est-ce que tu peux te présenter mieux que moi je l'ai fait? Tu m'as très bien présenté. Non, mais globalement, je gère une société d'investissement. On investit en capital financier, on investit en capital humain aussi à travers une sorte d'accélérateur. On a aussi une petite filiale qui est un organisme de formation. Et c'est un petit peu ce que je considère être les trois piliers, le financement, l'accélération, l'éducation, essentiels pour qu'un écosystème puisse foisonner, grossir, créer des externalités positives. Et en effet, cet écosystème, c'est tout ce qui touche à la blockchain et ses applications. Il y en a diverses. Nous, on a un portefeuille d'à peu près 45 participations sur à peu près plein de verticales de l'industrie, dont le vin, qui se développe maintenant depuis environ 5 ans. Merci. En tout cas, on a besoin d'entrepreneurs visionnaires qui viennent de la tech. Ici, c'est Wine Tech. On parle de tech, bien évidemment, et de vin. Et donc, on a besoin de gens qui viennent de la tech comme toi, qui appréhendent ce monde du vin, qui nous aident à nous développer. Je crois que c'est déjà plus de 20 millions d'euros qui ont été investis. C'est ça, dont on parle de chiffres. On gère à peu près 20 millions d'euros d'actifs. Pas mal. On investit principalement dans des sociétés excessivement jeunes. D'accord. On est souvent le premier actionnaire. On essaie de les accompagner à grossir. On vient les compléter afin qu'ils puissent devenir indépendants le plus vite possible. Prise de risque. Jeune veut dire prise de risque maximum. Ouais, souvent on rencontre les fondateurs où ils sont sur un projet qu'on affine avec eux ou une équipe qui vient à peine de commencer. Et voilà, on essaie de leur apporter différentes compétences, évidemment d'abord entrepreneuriales, parce qu'il s'agit de créer des boîtes, de faire du business, de créer de la valeur. Et puis on les accompagne sur le développement, notamment de leurs produits. Comme tu l'as dit, c'est des sociétés technologiques. Et donc il y a un enjeu assez critique à développer des produits qui soient accessibles et scalables. Merci encore pour ton soutien à ce monde du vin. Alors, ici, on est vin et tech, vin et innovation. Donc, il y a des gens qui viennent du monde du vin. Est-ce que tu peux nous expliquer, mais version simplifiée, version la blockchain pour les nuls, pour moi donc, ce que c'est que la blockchain et quelles applications tu as pu voir dans le monde du vin? On parlera du vin plus tard, mais comment tu définis, comment tu expliques la blockchain à quelqu'un qui n'y connaît rien? Le premier truc que je lui explique, c'est un peu à l'image de nos téléphones. On ne comprend pas exactement comment ils marchent, mais ils nous permettent de communiquer. Tu vois. Donc, premièrement, tant qu'on comprend la valeur que ça peut apporter, on n'a pas vraiment besoin de comprendre techniquement comment ça marche. L'important, c'est que c'est une base de données, donc une sorte d'endroit où on stocke de l'information. Simplement, cette information, elle a la qualité d'être redondante, qui permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. On se rappelle, par exemple, l'entrepôt d'OVH, un fournisseur de stockage de sites internet, qui ont brûlé et qui ont fait perdre à ses clients énormément de données, d'accès à leur compte email. La blockchain, c'est une base de données redondante qui permet d'éviter ce genre de problème. Ça, c'est une des premières particularités de la blockchain. La deuxième, c'est qu'elle permet une sorte de transparence de l'information. Alors évidemment, on peut avoir peur de la transparence, mais il y a une différence entre ce qu'on appelle l'anonymité et la pseudo-anonymité et une transparence complète où on voit absolument tout ce qui est écrit. Donc tout ça, c'est paramétrable, mais l'important, c'est qu'il y a des qualités où on peut vérifier de l'information. L'information qui nous est donnée, l'information qu'on fournit à d'autres gens. Et ça a différentes applications. La première dont tout le monde a entendu parler, c'est la monnaie, le bitcoin et ses crypto-monnaies. Mais il y a des applications dans le vin, de la blockchain, pour résoudre des problématiques de traçabilité et d'authentification des bouteilles. D'accord. Et de liquidité d'ailleurs. Ok, c'est très clair. Merci pour ça. Je pense qu'on pourra tout cela repasser au ralenti, cette explication, parce que tout est dit et tout est là. Alors, pour faire un peu de provoque, parce qu'on aime bien ici, on ne va pas juste être complaisant, mais il y a 2 ans, donc on a annoncé beaucoup d'applications NFT qui arrivaient dans le monde du vin. Je pense que vous avez suivi ces annonces les unes à la suite des autres.
Aujourd'hui, on n'entend plus parler. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas ou quoi? Non, c'est pas du tout que ça marche pas. Il y a ce graphe de la courbe de Gartner qui explique que tous les phénomènes ont d'abord une sorte de jetée de projecteur, et puis après rentre dans une qui est un peu surévaluée, et puis après ça rentre dans une phase d'adoption. Et donc il y a 2 ans c'était les NFT, cette année c'est l'IA. C'est pas tant ça qui est important. Donc là on est plutôt dans la phase d'adoption si on suit la courbe de Gartner. Et la Ça deuxième, y est, c'est parti en fait, c'est ce que tu nous dis. voilà, je parlais avec un entrepreneur qui me disait qu'il en avait 500 000 de déployés dans des bouteilles. Donc 500 000, c'est Ah plutôt oui, parti. c'est massif. L'important, c'est de comprendre, ce NFT, en fait, il représentait différentes choses dans différentes industries. Ce NFT, c'est un médium. C'est comme du papier, on y inscrit de l'information. Et donc, là, en l'occurrence, c'est du papier digital où on inscrit de l'information sur les bouteilles d'où elles proviennent, qui les possède, et ainsi de suite. Et ces informations, on a besoin de les vérifier. C'est pour ça qu'on utilise la blockchain, pour vérifier la provenance, comme je vous le disais, pour vérifier qui le possède actuellement, et éviter de se faire vendre 2 fois la même bouteille, entre guillemets. D'accord. Donc je suis complètement d'accord avec toi. Il y a 2 ans, c'était NFT. Cette année, c'est IA à toutes les sauces. Il suffit d'entendre aujourd'hui les annonces faites par le gouvernement. Moi, je parie sur informatique quantique pour l'année prochaine. Mais ce qui est rassurant, et ce que tu dis, c'est que c'est là, ça s'installe, ça se vulgarise, ça se massifie. Est-ce que tu peux nous donner des exemples peut-être d'investissements que toi, tu as fait dans des sociétés où tu as vu des success stories, des choses qui commencent à prendre de l'ampleur? Des cas pratiques? Ouais, des cas pratiques. Alors, on en a plusieurs. Je vous disais, on a investi dans différentes industries verticales. Mais commençons par le vin, vu qu'on est à la wine tech. On a investi dans une boîte qui s'appelle Intercellar, qui propose une sorte de marketplace. C'est un business model assez différent où ils stockent les bouteilles pour le compte des consommateurs, et ils fournissent une marketplace pour qu'elles soient échangées. Et donc ça résout certains problèmes de liquidité, certains problèmes d'authentification, vu que la bouteille ne bouge pas, elle ne peut pas être vendue 2 fois. Et puis ça résout aussi certains problèmes de tout le monde ne peut pas stocker différentes bouteilles chez soi. En moyenne, une bouteille est échangée 7 fois avant d'être vendue, avant d'être consommée, pardon. Consommé, oui. Et il y a tous les problèmes d'impact carbone quand la bouteille est envoyée, de stockage dans des bonnes conditions. Et donc on essaye de résoudre ça pour ceux qui sont investisseurs, conservateurs, consommateurs de vin. Donc c'est une manière intelligente de résoudre des problèmes de supply chain, de chaîne d'approvisionnement, de liquidité, de traçabilité, tout en un. On a différentes sociétés. Beaucoup peut-être ont entendu parler de tokenisation dans la finance. On a des sociétés Oui. qui font ça. Crypto-monnaie, tokenisation. Oui, alors tokenisation, c'est digitaliser un peu digitaliser de la valeur sur la blockchain. Ça veut dire, comme on pourrait digitaliser des bouteilles pour mieux les traquer, on peut digitaliser des actions pour mieux les traquer, on peut digitaliser de l'immobilier pour mieux le traquer, on peut digitaliser des droits d'auteur pour mieux les traquer. Et j'emploie le mot digitaliser, mais c'est la blockchain qui est utilisée en sous-jacent parce qu'elle apporte cette couche de transparence, de traçabilité, de vérification qui sont importantes pour tout ce qui est redistribution de droits d'auteur. Quand il y a de l'argent qui est en jeu, tous ces enjeux de comptabilité sont assez capitaux. Alors, pour ceux qui auraient encore un doute sur la blockchain et les crypto-monnaies, je pense qu'il suffit de suivre les annonces du nouveau gouvernement américain récentes qui parle aujourd'hui de création de, je ne vais pas faire de politique bien sûr, mais qui parle aujourd'hui de création de fonds qui pourraient être en crypto-monnaie. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui se massifie, qui devient, alors grand public peut-être pas encore, mais dans la courbe d'adoption dont tu parlais tout à l'heure, ça y est, on atteint des niveaux qui sont beaucoup plus grand public. Qu'est-ce qui nous reste à faire dans ce monde du vin et de la tech pour vraiment que les gens comprennent, adoptent, le fassent sans s'en rendre compte quasiment, sans avoir eu le privilège de t'écouter pour comprendre, et que ça devienne presque intuitif. Qu'est-ce que la filière vin doit faire encore pour arriver justement à franchir cette nouvelle étape de massification? Je pense que comme dans toute révolution, entre guillemets,
il y a une étape un peu culturelle à franchir. Cette étape culturelle, elle n'est pas simple à franchir, mais il y a un facteur qui l'accélère. C'est la diversité des applications auxquelles les gens sont confrontés. Euh, Tout le monde n'a pas envie, par exemple, de stocker sa bouteille, mais peut-être que d'autres ont envie de l'authentifier. Et donc, il faut de la diversité de produits, de solutions, pour que chacun puisse s'identifier à au moins l'une d'entre elles et se faire convertir, entre guillemets, dans cette révolution digitale qui touche toutes les industries. Moi, je crois que pour avoir œuvré dans la tech à d'autres moments, je crois que les moments où ça devient massif, c'est bien sûr, il y a toujours une question de prix, d'accès. Il ne faut pas que ça coûte trop cher. Mais je pense qu'aussi, il faut à un moment donné gommer les acronymes technologiques qui peuvent faire peur. NFT, Non-Fungible Token. Alors déjà, pour comprendre ce que c'est qu'un token, qu'il soit fongible ou non fongible, moi je pense que j'ai vu des mots apparaître comme passeport numérique. Enfin, tu vois, des notions qui, quelque part, disent la même chose, mais qui sont beaucoup plus grand public. Et je pense que le monde de la tech doit faire aussi un peu son travail, tu vois, de simplification à outrance. Bah, c'était d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai créé un organisme de formation. C'est que je trouvais qu'au sein des différentes équipes des boîtes qu'on accompagnait, il y avait des problèmes de communication à cause de sémantique. On ne définit pas de la même manière certains mots et surtout on manque de clarté quand on explique un concept pour vraiment s'assurer qu'il soit bien compris. Et bon, alors, je ne dis pas que tout le monde le faisait, mais en tout cas, les médias qui ont essayé de distribuer cette information ont beaucoup joué sur ce buzzword. Mais il faut aussi que les fondateurs sachent s'exprimer avec le plus de clarté et de propositions de valeur possible. Et ça m'intéresse aussi d'avoir ton opinion là-dessus, mais ce qu'on appelle les parcours clients, là où certains constructeurs informatiques ont réussi à simplifier à outrance, bien sûr en donnant moins de capacité de paramétrage, peut-être en se coupant plus d'un public un peu geek, mais à un moment donné, rendre les parcours clients simples, genre j'achète un NFT, en fait je ne me rends pas compte que j'achète un NFT, j'achète ça comme si j'achetais n'importe quoi, avec ma carte bleue, avec mon login password, pas besoin de créer un wallet, l'avoir en crypto. Enfin voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui de ces parcours clients, comment on peut arriver à les simplifier à outrance, et qu'est-ce que tu as vu comme success story peut-être dans d'autres industries, parce que nous on est le monde du vin ici, le monde du vin et de la tech, mais il faut qu'on aille voir aussi un peu ce qui se passe ailleurs. Tu vois, est-ce que toi qui connais toutes ces sociétés qui sont aujourd'hui sur sa blockchain, est-ce que tu as vu des exemples de gens qui sont arrivés à simplifier à outrance des parcours clients, des vocabulaires, de façon à les rendre massifs et adoptés par tout le monde? De quoi le monde du vin pourrait s'inspirer? Question assez large. Qu'est-ce que je peux dire? En fait, dans le jeu vidéo, par exemple, on a vu Sora, on a vu des gens comme ça, mais est-ce que tu as vu des choses où tu pourrais nous dire, le monde du vin, aller voir un peu ce qui se passe là-bas Sora, c'est presque un mauvais exemple, parce que en réalité, il fallait se connecter avec un wallet au début. C'est plus l'enjeu du foot qui a fait écho, parce que ça a une base énorme. Et alors déjà, pour défendre un petit peu tous les entrepreneurs qui proposent des produits, c'est très difficile de créer un produit d'une feuille blanche qui répond à un problème. Et donc, c'est tout un processus itératif, et c'est encore plus difficile quand on s'empare d'une technologie qui est assez nouvelle, et du coup, qui impose beaucoup de contraintes dans la manière dont elle est utilisée. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y en a de moins en moins. C'est sûr que certains ont probablement essuyé les plâtres avant, mais chaque jour qui passe, il y a des améliorations au niveau de l'expérience utilisateur, de fonctionnalités qui permettent l'amélioration de cette expérience utilisateur. Et voilà, là, comme on a dit, on est plutôt dans une courbe d'adoption. Il n'y a plus toutes ces problématiques de latence, de paiement en crypto-monnaie, de wallet. Et c'est sûr que les early adopters ont essuyé les plâtres, comme on le disait. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on a plutôt toute la panoplie nécessaire pour rendre ça seamless. Désolé pour l'anglicisme. Non, mais seamless, ça me parle bien, effectivement. Sans friction, enfin fluide. Avant peut-être de donner le micro à la salle pour une question,
Moi, j'ai juste une dernière question, parce qu'après, on va devoir conclure. Mais le monde du vin, le monde de la blockchain, toi qui es un investisseur qui accompagne des entreprises, est-ce que tu vas continuer à investir dans le monde du vin et de la blockchain? Est-ce que c'est quelque chose qui reste sur ton radar d'investissement? Euh, Bonne question. Moi, je suis plutôt de nature curieuse, donc tant que je vois quelque chose d'intéressant, qui me paraît assez... Enfin, si on arrive à me convaincre de quelque chose, je suis toujours très ouvert à considérer. Donc oui, je demande qu'à être étonné. Euh, le monde du vin, il est super intéressant parce que c'est une énorme part de l'industrie française. Euh, Il y a des enjeux de conservation, de valeur, de transaction, de traçabilité, d'authentification, euh, et je dirais même, au-delà de cet aspect financier de vente, il y a énormément, je pense, de cas d'application pour avoir des vignobles 3.0 avec de l'IoT, optimiser tout ça. Non, j'ai beaucoup d'intérêt à tous ces sujets-là, en tout cas. Oui, bonjour. Je suis sommelière et je travaille dans la tech. On dit que dans les startups, on peut partir des pain points pour trouver des cas d'usage. Finalement, pour la blockchain, si on parle de problèmes qu'on pourrait voir, alors peut-être pas en France, mais à l'étranger ou notamment, enfin, je ne vais pas citer de localisation, pour des besoins de traçabilité et de contrefaçon. Est-ce que la blockchain ne pourrait pas répondre de façon plus ample parce qu'effectivement, on en parle Non, depuis clairement, quelques temps. clairement. Tout à fait d'accord avec vous. C'était un des exemples que je citais. Euh, Il y a tout l'enjeu, encore une fois. Ok, il y a une technologie qui s'appelle la blockchain qui permet d'authentifier, de prouver qui est le possesseur d'un actif. La question, c'est comment on fait le pont entre cette base de données et les bouteilles. Et il y a des sociétés qui ont résolu ce problème-là. Et je pense que c'est évidemment un cas d'usage pertinent. Tout l'enjeu, encore une fois, il est dans comment on intègre un objet physique qui va permettre d'authentifier la bouteille, de la paramétrer en amont, à l'échelle. Et oui, la bouteille, c'est pas gros. Ça dure des années, peut-être 10 ans avant d'être consommé. Donc comment on arrive à avoir... Donc il y a des solutions, faites le tour, il y a des solutions qui sont là et qui sont blockchainisables. Je ne sais même pas si ça se dit, ça. Qui utilise Mais la ça se technologie dit, ça blockchain. Donc oui, il y a des choses qui arrivent. Encore une fois, ici, on est à l'avant-garde. Hein. On est sur des prototypes, on est sur des choses qui seront demain massifs. Mais c'est ici que ça se passe. Toute dernière question, vas-y. Oui, juste. La blockchain, bon, c'est une techno, on le sait, qui est consommatrice d'énergie, qui est. Est-ce que c'est pas utiliser une bombe atomique pour détruire une fourmilière, alors qu'actuellement on parle d'éco-conception des sites web, de suppression de la couleur et des vidéos, de limitation de consommation d'énergie, d'allongement de bouteilles, et on va utiliser une technologie, bon, qui est capable de vraiment montrer ce qu'elle était capable de faire pour faire des choses qu'on sait faire depuis déjà des dizaines d'années, de la traçabilité, quoi. Est-ce que c'est pas essayer de promouvoir absolument rentrer au chausse-pied une techno qui n'est pas du tout adaptée au monde dans lequel on vit actuellement et surtout dans un monde où on essaie d'être dans l'économie d'énergie? Je vais laisser Bilal répondre parce que c'est toi l'expert. Mais moi, ça me fait penser, si tu veux, et merci, c'est une bonne question, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas faire attention aux consommations d'énergie quand on parle d'IA, quand on parle de blockchain. Donc il y a des solutions qui existent et tu les connais mieux que tout le monde. Mais tu sais, enfin, sans vouloir faire de parallèles forcément grotesques, mais l'homme se chauffe avec du feu de bois depuis des années, d'une certaine façon. Aujourd'hui, on a des centrales nucléaires qui nous amènent de l'électricité sur des pompes à chaleur chez nous. Donc la façon de faire, c'est une chose, mais peut-être de façon plus rapide, plus simple, plus conviviale. La blockchain, c'est ni rapide ni simple, hein. Ça, c'est le contre-argument. Je rentrerai pas dans ce débat-là. Mais enfin, voilà, en tout cas, la technologie fait que on a une façon de faire différente aujourd'hui pour se chauffer. Et pour la blockchain, je vais te laisser répondre sur cet argument-là. Ça consomme tant que ça, la blockchain? Je ne suis pas forcément d'accord avec vous, monsieur. Donc on peut comparer nos notes. Il y a plusieurs choses. On va essayer de décortiquer pour que les gens sachent de quoi on parle. Premièrement, Bitcoin, qui marche d'une certaine manière, est dite consommatrice d'énergie. Alors, oui, elle consomme peut-être beaucoup d'énergie, mais relativement à d'autres industries, elle n'en consomme pas tant que ça.
Et on va dire dans son parc d'électricité, il y a plus de 50%, et c'est prouvé, qui vient soit de surplus énergétique qui est réutilisé, soit d'énergie renouvelable, parce que les pays où on mine du Bitcoin, c'est l'Islande, c'est des pays d'Afrique, c'est des pays où il y a des ressources naturelles, où il y a de l'hydrothermal et de l'électricité pas chère. Ensuite, les blockchains où la plupart des applications sont créées, c'est pas Bitcoin. C'en est d'autres. Et si vous parlez de rapidité, il y a des blockchains comme Solana, comme Sui, qui sont excessivement rapides. Et la plupart des autres ne consomment pas vraiment beaucoup d'énergie parce qu'elles n'utilisent pas le même mécanisme pour vérifier, stocker de l'information. Je crois qu'il y a une image assez intéressante où si Bitcoin est un ours polaire, les autres blockchains, leur consommation d'énergie, c'est un flacon qui vient se poser sur son nez. C'est une espèce d'illustration qui illustre la différence entre Bitcoin et les autres blockchains où les applications sont construites. Donc voilà, à relativiser. Merci pour ta réponse. La blockchain verte, elle est en construction, elle existe, il y a encore du travail à faire. En tout cas, il y a des besoins et ta question le prouve, on ne peut pas l'ignorer, quoi. On va passer à la table. Merci Bilal.